Valorant, bienvenue sur Là on discute. Salut Nassim, salut. Bon, je te reçois à domicile aujourd'hui. Hein. Bah, on a fait l'échange. Ouais, exactement. La semaine dernière, j'étais au Crayon, du coup. J'ai filmé une petite vidéo. Probablement qu'elles vont sortir à peu près en même temps en plus. Bah, c'est très cool. Et puis, surtout, vraiment un des meilleurs débats qu'on ait fait cette année. Donc, je suis très content. Plaisir. Ouais, j'ai hâte. Les gens qui feront. Ouais, j'ai hâte de savoir ce que les gens en pensent. Mais c'est cool de se rencontrer ici à Lyon parce que j'étais à Paris du coup pour le Crayon pour faire un petit podcast sur Là on discute que tu m'as dit que tu regardais de temps en temps. Bah ouais, je regarde. Moi, j'avais découvert avec Mounir, qui est un très bon ami et qui a fait, Salut. je trouve, une masterclass sur ton podcast. Il était génial. J'ai appris une tonne de choses et ceux qui l'ont regardé aussi. Hein. Et d'une simplicité, je trouve toujours. Et après, bah, Flavio et Meryl et puis d'autres dont j'ai moins les noms mais qui sont des experts dans leur domaine. Et je trouve ça vachement cool parce que je pense qu'on est vraiment en train d'arriver à un stade du contenu où des personnes comme toi, mais il y en a d'autres qui ont fait ça, ont créé une autorité qui leur permette d'aller documenter leur apprentissage à eux. Exact. Et donc en fait, tu deviens un peu une forme de reflet du parcours du héros, des gens qui te suivent et tout. Donc je trouve ça très cool, tu vois. Mais tu vois, j'ai aussi la même démarche avec d'autres personnes qui ont des podcasts où je suis du côté du spectateur et pareil, je suis ce parcours du héros et ça me rend, enfin, c'est super cool quoi. Et ça va donner des choses cool. Là, c'est pas exactement le même sujet, mais t'as eu Squeezie et Thibaut InShape qui ont débarqué chez Carrefour pour leur marque et tout. Tu vois, on commence à avoir vraiment une vraie évolution de ce qu'on faisait sur YouTube et donc on est vraiment en train de sortir de notre chambre au sens total là et franchement c'est trop stylé, tu vois. C'est vrai que j'ai suivi ça avec Squeezie et sa marque et Thibaut et sa marque, mais ça tombe bien, c'est une transition toute faite. C'est les influenceurs par excellence, tu vois. Squeezie, Thibaut et toi en tant que jeune entrepreneur, t'es peut-être aussi confronté à ça, du désir de beaucoup de jeunes en fin de compte d'exercer ce métier d'influenceur. Est-ce que c'en est un? Est-ce que c'en est pas un? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée? Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette bulle qui n'en est plus une, en fait, hein, des influenceurs et comment ils ont dominé le marché en quelques années, voire décennies? Bah, en fait, là où il y a une vraie révolution par rapport à ce que nos parents ont vécu, c'est le nombre. Nos parents, ils vivaient avec entre 500 et 1000 personnalités publiques qui dominaient les débats, les domaines, le cinéma, la mode, la politique, l'économie, tout ce que tu veux. C'est vrai que c'était relativement restreint. Et pas beaucoup de monde. Ouais. En fait, c'était la télé, la presse écrite, parfois quelques célébrités locales, mais ça s'arrêtait là. Et là, aujourd'hui, t'as des dizaines, voire des centaines de personnalités par domaine. Et des gens qui parfois font du contenu qui se complète. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le fait qu'il y ait de plus en plus de profils n'est pas grave en soi. C'est juste que du coup, ça crée beaucoup d'opportunités. Moi, je suis convaincu de 3 choses par rapport à ça. La première, c'est qu'il y a plein de domaines qui sont encore relativement peu explorés. Donc en fait, il y a encore beaucoup de place, mais pas forcément dans les domaines dans lesquels on pense souvent. On pense souvent, en gros, au sport, à la politique, au divertissement. C'est un peu les 3 grands thèmes sur les réseaux. Il y a plein d'autres domaines qui sont très peu explorés et qui sont vachement intéressants. Tu penses auquel, pour le coup? C'est con, mais le spatial, ça va devenir un sujet énorme. Alors il y a le journal de l'espace qui fait un super travail, on l'avait reçu sur le Crayon et qui est un super gars, mais c'est un domaine qu'aujourd'hui, je trouve, il y a peu de chaînes très mainstream dessus. C'est vrai que tu me demanderais d'en citer, je saurais pas. La technologie. Je trouve qu'il y a quelques youtubeurs technologie, Léo Duff, Romain Laneri, mais je trouve qu'on est encore très très loin de l'ampleur qu'a le sujet dans le 21e siècle, tu vois. Et donc, du coup, t'as pas mal de sujets comme ça qui pourraient arriver. Deuxième chose, c'est, il y a plein de gens qui sont des patrons de niche, mais qui sont pas mainstream dans leur truc. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, t'avais reçu Flavio et Meryl, par exemple, qui sont extrêmement experts du biohacking et de comment tu réussis à améliorer ta santé. Donc une niche très spécifique. Très spécifique. Mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de gens très grand public pour vivre plus longtemps au sens santé du terme. Il y a quelques docteurs, nous on bosse avec le docteur Jaeger qui va passer chez Thibaut InShape, va passer dans Legend, tu vois, avec notre agence de relations presse. Bah, ce docteur-là, s'il crée une chaîne YouTube et qu'il devient très mass market, il aura un peu fait grossir cette bulle et il portera toute l'industrie derrière. Et la troisième chose, c'est qu'aujourd'hui, la création de contenu n'est plus seulement une fin en soi, mais c'est de plus en plus l'outil de. Aujourd'hui, moi, je me considère pas vraiment comme un influenceur, un créateur de contenu. Je me considère plus comme un entrepreneur, un patron de groupe média, mais qui se trouve créer du contenu pour documenter l'avancée de la boîte, parler de mes sujets de prédilection. Moi, c'est souvent le futur des sujets, les futures tendances, l'anatomie du futur, et pour pouvoir aussi permettre de montrer les idées ou la vision de la société qu'on repose, qui est nous, on pense qu'il y a un grand risque de division majeure dans la société. Et c'est ça qu'on cherche à combattre avec mon groupe. Et donc ça, c'est du contenu qui est pas directement créateur au sens des vidéos que toi, tu peux faire sur YouTube sur la nutrition, sur les protéines, sur les bons exercices à la salle, tu vois. Mais ça reste, ceci dit, quand même un peu de l'influence. Ça reste de l'influence complètement. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que tout ce que tu as créé toi avec ta boîte de compléments alimentaires, avec tes salles de sport,
Aujourd'hui, ton contenu va aussi être une forme de continuité vers, en fait, la 100%. direction Ouais, ouais. finale que sont tes entreprises. Absolument. Là où pendant longtemps, la chaîne YouTube était la direction finale pour les créateurs. Et je pense que les gens qui se lancent pour avoir comme but final les chaînes en question, je pense qu'elles rentrent au mauvais moment. Je pense que c'est plus intéressant de se dire, je porte un projet. Un projet, ça peut être une idée, hein. On n'est pas obligé de se dire que le projet, c'est quelque chose de business ou autre, hein. Ça peut être, moi, je veux défendre les animaux, ou moi, j'aimerais créer une émission où il y a tel type de personnes. Ça peut Ouais, être c'est vraiment une préoccupation personnelle que tu as envie de développer. Ouais. et que tu peux du coup développer via les réseaux sociaux. Et là, pour moi, les réseaux sociaux est le meilleur endroit pour les développer parce que pour s'occuper du coup avoir une partie de notre agence qui fait de la relation presse, l'accès aux grands médias, c'est super difficile. Et même nous qui sommes pas la boîte la plus chère du marché de ce point de vue-là, ça reste des prix que tout le monde ne peut pas se payer. Bien sûr. Ouais. Mais alors, est-ce que ça reste quand même un piège de vouloir devenir influenceur ou pas forcément? Le piège, c'est de vouloir devenir influenceur. C'est pas de gagner de l'influence en fait. Je le dis parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui se rendent pas compte que si jamais ça marche, c'est quoi la suite? Tu sais, on pense souvent à il faut que ça marche. Donc en gros, je vais me mettre dans ma chambre, je vais faire un TikTok Du par contenu, jour, une ouais. vidéo YouTube par semaine, peu importe. Et on va essayer d'avancer, on va créer notre truc. Tu tombes sur un truc qui marche. Incroyable, le bonheur absolu. Tu passes de 0 à 200 000 abonnés sur TikTok Insta en un an ou de 0 à 100 000 abonnés sur YouTube en un an. T'as réussi, t'y es, là, c'est bon. C'est vrai que tu as le statut influenceur, donc la Tout mission est accomplie. Ouais. Et après? Et après? Mais premier degré. Et après? Il se passe quoi si t'as percé sur quelque chose qui t'intéresse pas tant que ça? Il se passe quoi si t'as percé sur quelque chose qui finalement te donne une image de toi dont t'es pas si fier? Il se passe quoi si t'as percé mais que t'as pas réussi à faire d'argent avec? Et ça, c'est des questions que personne se pose parce que tout le monde est dans le fantasme, en fait. Il y a un dicton d'un entrepreneur américain bien connu qui s'appelle Alex Hormozy qui dit c'est l'action qui apporte l'information. Et pour moi, c'est extrêmement vrai. Et le truc, c'est que là, ce que ça apporte surtout, c'est que tant que t'es pas dans l'action, t'es dans le fantasme. Ah là là, si jamais j'avais tant d'abonnés, je pourrais faire XY. Mais toi et moi, on le sait. On a les millions d'abonnés pour voir que, bah, en fait, c'est pas aussi simple que ça. Si jamais demain, tu veux lancer un parti politique ou moi un programme de muscu, bah, ça va être vachement compliqué pour toi et vachement compliqué pour moi. Alors que si toi, tu veux lancer un programme de muscu et moi un parti politique, c'est vachement plus facile. Parce que ça sera plus logique avec ce qu'on crée. Et je pense que les gens, ils pensent trop que l'influence, c'est une monnaie d'échange globale. Mais en fait, elle est par thématique, elle est par considération. En fait, l'influence, c'est pas juste les vues, c'est le facteur vue multiplié par le facteur autorité. Aujourd'hui, on t'écoute sur beaucoup d'autres domaines que le sport et Pour que cette la nutrition. autorité. Parce que la nutrition et le sport, t'es arrivé à un niveau d'autorité où on pense que maintenant, t'es capable d'avoir de l'autorité dans un domaine dans l'absolu. Pas juste sur ton domaine. Et c'est pareil pour nous avec les médias. Aujourd'hui, on pense qu'on est capable de monter un média dans n'importe quel domaine. Mais on oublie qu'à la base, le crayon, c'était une passion. On n'était pas des experts en médias. On était des experts en politique et notamment en politique sur les réseaux sociaux. Donc le crayon se lance, ça cartonne, on est très content, on se développe bien. Et après, on rachète les pépites de France parce que là, on est devenu bon en médias. Sauf que les pépites de France, on a dû apprendre tellement de trucs parce qu'on doit couvrir tout le territoire. Pour les gens qui savent pas, en gros, les pépites de France, c'est le média digital leader sur le tourisme, l'art de vivre et le savoir-faire français. C'est en gros pour se dire, le monde entier rêve de la France rêve du monde, il est temps que les Français rêvent un peu de France. C'est ça la thèse. Il y a tellement de trucs que j'ai dû apprendre sur la manière dont fonctionne la restauration du patrimoine, sur la manière dont fonctionne le Made in France, l'origine France garantie, les entreprises qui exportent les savoir-faire à l'international. Tout ça, moi, je le savais pas du tout. J'ai dû apprendre parce que j'étais pas expert de ça. Donc la partie média, on la maîtrisait. Faire des vues sur les réseaux, on les maîtrisait. Mais pour travailler, construire des partenariats, là, on bosse avec le Tour de France, on bosse avec les 24 heures du Mans, on bosse avec Airbnb, Ouais, avec la Fondation du patrimoine. Quand t'es en phase 2, tu peux pas juste dire, moi, je sais faire des vues sur les réseaux. Non, il y a beaucoup d'autres choses à prendre. Il faut monter ton niveau de jeu. Et je pense que c'est là le danger du fantasme d'être influenceur. C'est un peu, en gros, on va dire, sans leur manquer de respect d'ailleurs, parce que eux-mêmes, on travaille beaucoup sur ce truc-là, mais c'est en gros fantasmer Nasdaq, Julien Tanti ou Squeezie. Et tu crois que le fantasme, c'est lié à la célébrité, c'est lié à l'argent, à la richesse, à la popularité? Il est lié à quoi ce fantasme? Et qu'est-ce que ça dit de la génération en question? Tu vois? C'est une très bonne question. Moi, je pense que le fantasme, il est lié au fait qu'on a l'impression que c'est pas beaucoup de travail ou pas beaucoup de travail chiant. Et je pense que les gens se rendent pas compte que, bah, déjà, les premières années, c'est toi qui t'occupes de ton montage. C'est long. C'est long. C'est long et c'est chiant si jamais t'aimes pas ça. Mais même si t'aimes ça, tu peux partir du principe que c'est très très long. Donc oui, fantasme de je vais potentiellement gagner beaucoup en ne faisant pas grand-chose. Exactement. Je grossis le trait à mort, hein, bien sûr. Hein. Exactement. Et c'est con ce que je vais dire, mais je te prends un exemple qui a un peu rien à voir, mais pour moi, ça me marque beaucoup. L'argent, si tu veux gagner de l'argent, tu te mets sur une plateforme comme Cursor ou Lovable. C'est des plateformes où tu peux développer des applications sans forcément avoir un gros background tech. Ça, je connais pas. C'est des applications qui sont en train de cartonner en ce moment avec l'IA.
tu maîtrises ça en 3 mois, tu vends tes services en freelance au bout de 3 mois, tu vas vite au bout d'un an arriver à 5-10 cas par mois, sans trop de difficultés. Si tu veux être créateur de contenu, les 5-10 cas par mois, si jamais tu fais un cursus normal, entre guillemets, une croissance normale, tu vas mettre au moins 2 ans, si ce n'est 3, à les atteindre, et c'est encore plus fragile que les compétences que tu as pour développer. Donc moi, je pense que le fantasme de l'influenceur, c'est le fantasme de la vie idéale. Et en vrai, pour le coup, je mentirais si je dis que moi, c'est pas ce que j'ai poursuivi aussi. On a créé un média pour faire des vues, on a créé une agence pour monétiser nos compétences et du coup gagner encore plus d'argent et se développer en tant que groupe. On a développé l'image des fondateurs pour pouvoir être reconnus, pour pouvoir être invités, être des speakers des événements et tout ce que tu veux. Et en fait, aujourd'hui, on a un peu la vie sur le papier qu'on avait rêvé d'avoir. C'est-à-dire, on est connu, notre travail est apprécié, notre boîte est en croissance et elle est rentable, on a une équipe de 40 personnes qui bossent bien. Enfin, tout est incroyable sur le papier. Mais est-ce qu'il y a quand même la réalisation de se dire, c'est loin d'être le fantasme que j'aurais pu penser. J'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Et en même temps, c'est loin du fantasme. Et en fait, tu pourrais voir ça sur beaucoup de trucs. C'est comme le porno où en fait, tu crois que c'est génial, mais en fait, tu te retrouverais avec la même fille, tu trouverais ça presque moins bien que ce que tu avais fantasmé du porno. C'est ce que tu pourrais retrouver dans le sport. Tu croyais que le sport ça allait être génial, en fait, tu trouves ça génial, mais tu croyais que tu allais avoir tel type de corps. Tu l'as, mais en fait, une fois que c'est sur toi, ça paraît moins ouf que ce que tu t'étais imaginé que ça serait. Je vais partir en délire c'est pas un délire du tout, hein. Je vais partir en cours de physio. Mais effectivement, l'anticipation et le fait de fantasmer quelque chose, ça provoque des sécrétions hormonales qui te confortent dans cette satisfaction et qui parfois te donnent même pas envie de passer à l'acte parce que justement ce fantasme est presque plus agréable que la réalité. Donc tu l'as très bien. C'est un peu genre tu trafiques ta dopamine en l'anticipant. Exactement. En fait, c'est un peu le mythe de quelqu'un qui va te dire j'ai envie de maigrir, j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie de prendre du muscle, il va le dire à tout le monde parce qu'il fantasme justement sur ça, ça va lui provoquer une certaine satisfaction, mais pour se mettre au travail et pour passer à l'acte, c'est une autre histoire parce que c'est totalement différent. Non mais c'est très juste ce que tu dis et il y avait c'est Antoine Blanco l'entrepreneur qui disait ça que je trouvais très juste. Il disait moi je voulais être meilleur avec les filles, donc j'ai fait du sport, je suis devenu méga musclé et j'ai pas eu plus de succès avec les filles. T'es pas meilleur avec les filles, ouais. Et en fait, c'est pour moi exactement ça le côté de vouloir devenir influenceur. On projette que ça résoudrait tous nos problèmes sans se rendre compte qu'en fait, chaque domaine de la vie qu'on aimerait résoudre avec ça nécessite des montées en compétences sur différents sujets. Si tu veux devenir meilleur avec les filles, il faut travailler la compétence d'être meilleur séducteur, avoir un meilleur charisme, une meilleure intelligence sociale, une meilleure intelligence émotionnelle, qui n'ont rien à voir avec le sport, qui n'ont rien à voir avec la fortune, qui aident gagner de l'argent, être musclé, ça aide à avoir des filles, c'est sûr. Mais c'est pas le fond du problème. C'est pas le fond du problème, exactement. Et en fait, on met trop, et je pense que notre génération est très là-dessus, c'est-à-dire le fait de croire qu'un truc résout tout. Et quand tu regardes dans la politique, c'est le même concept. Une personne, un président, une présidente va tout résoudre. Le sauveur, c'est jamais le cas. C'est jamais le cas. Parce qu'en fait, la personne qui est la plus en capacité de nous sauver, c'est d'abord nous-mêmes, individuellement. Imagine ce que serait la France ou ce que serait le pays si jamais chacun on se prenait en main pour s'aider individuellement dans tous les domaines. En fait, la réalité, c'est qu'on irait tous mieux. On irait mieux en tant que pays, on irait mieux individuellement. On sortirait de la dépression généralisée dans laquelle on est aujourd'hui. Et cette dépression généralisée, selon moi, elle provoque des fantasmes irréalistes qui peuvent encore plus nourrir de la frustration parce qu'on est toujours, en plus, les influenceurs, c'est encore plus malsain parce que on a une capacité de projection encore plus forte qui est de se dire, je vois tel influenceur, il est au festival de Cannes, il est dans tel truc, dans tel truc. Et moi, ça m'est arrivé parce qu'on est proche d'énormément d'influenceurs avec le groupe Le Crayon. Il y en a qui sont vraiment malheureux. Parfois conjoncturellement, la perte d'un proche ou un truc comme ça. Parfois très structurellement. Ils se sont même mis sur les réseaux parce qu'ils avaient un mal-être à combler et qu'ils ne sont pas encore comblés. Et donc du coup, ces gens-là, le grand public regarde leur story, ils se disent ils ont été génial. Et ils savent pas que cette personne-là, toutes les semaines, elle est au fond de son lit en train de pleurer en se disant qu'est-ce que je fais de ma vie, tu vois. Mais justement, t'abordes ça, c'est très intéressant parce que les réseaux sociaux ont forcément une part de responsabilité parce que c'est un amplificateur de fantasmes de par la nécessité la nécessité de partager toujours ce qui est beau et ce qui donne envie. Ouais, complètement. Donc forcément, ça va générer des fantasmes, encore une fois, qui sont difficiles dont c'est difficile de se défaire parce qu'on n'a pas toujours le recul nécessaire. Surtout, c'est chez des personnes qui sont un peu jeunes et qui n'ont pas été confrontées à ça depuis assez longtemps. Mais moi, je me mets pas dans la génération jeune parce que je vais avoir 38 ans. Et oui, c'est vrai. Putain, ouais. Plus jeune, hein. Merci. Faut faire du sport. Là. Ouais. Donc je suis rentré dans la vie active, les réseaux sociaux n'étaient pas encore là. Donc il n'y a pas du tout le même rapport avec ça. Il y a un certain recul que potentiellement des personnes qui ont 10 ou 15 ans de moins que moi n'auront pas forcément. Toi, tu as 26 27 27 ouais. 27 ans. Encore peut-être que toi, tu es même probablement un peu vieux pour ça. Ouais. Mais oui, c'est moi clair. je vois, il y a un gap entre moi et ceux qui ont une vingtaine d'années. Ouais, clairement. Mais tu vois, pour rebondir sur ce que tu disais,
moi j'ai toujours été super étonné de ce fantasme d'influenceur, sur notamment un aspect qui est la transparence du créateur. Je sais que toi c'est ton cas, que tu fais beaucoup de transparence là-dessus, parce qu'en plus t'es éducateur, donc tu te prends comme propre modèle. Il y a des entrepreneurs qui vont faire de la transparence, on appelle ça le building public. Nous on s'obsède à le faire au crayon parce qu'on veut jamais que les gens pensent que on n'a pas documenté tout ce qu'on a fait à chaque étape du process. Mais il y a énormément d'influenceurs qui vont au contraire jouer sur le côté inverse. C'est-à-dire ne rien documenter et documenter en fausse transparence pile ce qui va les aider dans leur discours. Ils savent qu'ils ont déconné sur un partenariat ou sur un truc qu'ils ont fait. Ils vont se mettre une story d'eux en train de pleurer parce qu'ils savent que ça va permettre d'atténuer ce truc-là et ils le font en anticipation. Donc de la mise en scène pure et simple. Exactement. Et donc en fait, il y a énormément de manipulation et je pense que la manipulation participe au fantasme en fait. Et c'est exactement ce qu'étaient les acteurs de cinéma quand nos parents avaient notre âge en fait. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est-à-dire en fait ces espèces de figures complètement sex symbole en absolue domination de la société, en mode c'était vraiment eux. En oubliant que les acteurs sont parmi les gens avec les plus gros problèmes de santé mentaux en termes de catégorie de population. Ouais, complètement. C'est souvent des gens qui ont parfois un peu des dédoublements d'identité, un ego extrêmement fragile parce que extrêmement centré autour de leur propre personne, de leur humain. Enfin, leur corps c'est leur outil, quoi. Donc, faut imaginer quand même la vie que tu mènes par rapport à ça. C'est assez violent de ce point de vue-là. Mais c'était presque accepté pour certaines stars du cinéma il y a quelques décennies. Oui, d'être un peu fou, d'être un peu... Exactement, d'être un peu extravagant et d'avoir cette vie personnelle un peu torturée, mais d'être super une fois que la caméra commence à tourner. Alors qu'avec les influenceurs, on a l'impression que ce sont vraiment eux sur les réseaux sociaux et pas un personnage. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que c'est une bonne question de ce point de vue-là, parce que je sais que beaucoup d'acteurs veulent justement, d'influenceurs veulent rentrer dans le cinéma pour essayer de créer une barrière aussi avec leur communauté, parce que moi j'ai plusieurs amis, on peut pas bouffer en terrasse à Paris. C'est quand même ce stade-là. Moi, aujourd'hui, on me reconnaît toutes les semaines pour ce qu'on fait dans le crayon, ce que je fais moi sur M6 ou tout ce que tu veux. Mais je suis en terrasse, personne ne va me faire chier. Il y a un petit coucou, il y a un petit selfie. Enfin, j'ai des potes, c'est un meet-up abonné s'ils vont faire une terrasse avec moi. Ouais, c'est donc invivable, on prend des restaurants qui sont des cours arrière de bâtiments. Enfin, c'est quand même une organisation, quoi, de vie. Et donc, beaucoup déjà quittent Paris pour aller soit dans la banlieue parisienne, soit en région. Beaucoup d'entre eux sortent peu, sont extraits. Donc, du coup, c'est violent par rapport à ça. Et beaucoup, du coup, ont envie de retrouver une vie un peu plus distante. Et on sait qu'on fait beaucoup moins chier un acteur de cinéma qu'un influenceur. Ouais. Parce qu'un influenceur, comme tu disais, on a l'impression que c'est notre pote. Absolument. Et je pense que c'est dangereux de ce point de vue-là, parce que on ne peut pas considérer qu'un influenceur aura le même intérêt pour nous qu'un ami a. Et je pense que c'est là que c'est dangereux. Je sais pas si tu connais Replica. Je sais pas si ça te parle. Non. Pour moi, c'est paradoxalement une forme de futur de l'influence. C'est une IA qui est en fait une forme d'IA pour créer ton compagnon ami ou petit ami virtuel. Ok. Sous forme d'IA. Donc c'est une personne à qui tu vas parler. Film, ok, ouais. Là, tu me parles. C'est exactement ça. Ok, d'accord. Replica. Quel niveau de danger on est en train d'arriver en créant ces outils-là. Et en fait, je crois qu'on en a parlé en plus sur un podcast du fait qu'on basculerait dans des compagnons virtuels. Ouais. Mais là, c'est déjà là. C'est déjà là. Hein. Oh là, j'étais pas au courant. C'est un carton en Asie, et je sais pas s'ils sont déjà en Europe. Je crois qu'ils sont déjà en Europe, mais il y a peut-être des sujets réglementaires et tout autour de ça. Et ça, je fais une comparaison avec les influenceurs parce que pour moi, c'est le même danger. C'est le même danger, en gros, de croire que le virtuel qu'on pousse à t'indiquer pour tout que c'est réel, ne l'est pas en fait à la fin. Ah ouais. Et donc quand tu te retrouves lumière éteinte, électricité coupée, à te rendre compte qu'en fait t'es juste seul avec toi-même, c'est très violent. Le changement est radical. Ouais. Exactement. Et en fait, t'as tous les signes de ça. Des gens qui prennent pas soin de leur santé, des gens qui se sentent seuls et qui sont en dépression, un taux d'enfants par femme qui est très très faible en France, un taux de relations sexuelles qui est très faible chez les jeunes. Et tout ça, en fait, c'est les mêmes facteurs. En fait, on a tellement poussé l'individualisme loin. En fait, on a tellement dit à chacun que c'était le héros de sa propre histoire que plus personne n'est capable d'être un ami, ou pour être un bon ami ou un bon petit ami. Il faut surtout aussi être le spectateur de l'histoire de l'autre. Et je pense que plus personne n'est capable de ça. Et je mentirais si je dis que c'est pas même mon cas. Moi aussi, je suis le héros de ma propre histoire. Je suis patron d'un groupe média, ça cartonne, et ce que tu veux. Mais comme on était 4, on était toujours obligé de célébrer aussi les succès de mes 3 autres associés, enfin chacun des 3 autres associés qu'il avait dans la boîte. Et donc on était obligé d'être un ami, on n'était pas seul aussi dans notre truc. Et je pense que ce truc-là, il est vraiment dangereux parce que les gens disent qu'ils se sentent seuls, qu'ils n'ont pas assez d'amis, mais sont-ils capables d'être un vrai bon ami? Un ami, c'est pas quelqu'un à qui tu racontes ta vie et qui t'écoute.
c'est quelqu'un que lui raconte sa vie et que toi t'écoutes. Et t'es impliqué, ouais. Et t'es impliqué. Et je pense que c'est ça qui est oublié par les gens. Tu sais que ça, c'est un nom, hein, c'est le syndrome du personnage principal. Ils le disent main character aux États-Unis, justement pour décrire cette volonté pour tout le monde de vivre sa vie comme si tu étais le personnage principal et que tous les autres étaient des PNJ qui n'auraient pas vraiment d'influence sur ton quotidien et à qui tu ne devais forcément pas t'intéresser. Donc c'est quelque chose qui a été, tu vois, verbalisé, étudié. Un peu en mode GTA, en mode il y a le. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Mais ça fait un peu peur. Et l'histoire du partenaire virtuel, effectivement, c'est pas forcément l'évolution qu'on voudrait avoir. Et je me rappelle, on a parlé de ça sur un podcast sur la psychologie, où j'avais un psychologue en face de moi qui nous disait que les gens, au lieu d'aller en thérapie, ils vont justement raconter leurs problèmes à un assistant virtuel qui n'a aucun moyen évidemment de résoudre le souci, hein, et que parfois ça pouvait au contraire les engrainer dans des problèmes encore plus profonds et encore plus durs. Moi, ça me fait, pour être très franc, ça me fait très peur. Et j'avais fait une vidéo sur ma propre chaîne YouTube il y a 1 an et demi, 2 ans de ça, en disant qu'on allait vivre une révolution communautaire. Parce que je suis convaincu que le modèle individualiste, il est à bout de souffle. Et il est d'autant plus à bout de souffle en France, dont on a toujours eu une culture plutôt collectiviste. Et c'est-à-dire pour ça aussi, je pense qu'il y a un petit clash de génération. C'est que nous, on est quand même une génération assez individualiste parce qu'on est une génération réseaux sociaux, très influencée par les Américains, très influencée par, en gros, le culte de je me regarde dans la glace, est-ce que je suis beau gosse, est-ce que je suis Et vraiment, j'insiste sur ce truc de les gens, ils n'arrivent pas à se faire des amis d'abord et avant tout parce qu'ils n'arrivent pas à être de bons amis. Et c'est pas facile, ça prend du temps, c'est dur, c'est difficile, faut faire des concessions, c'est pas simple. Mais je pense que alors le couple c'est la même chose, hein. Mais on est tellement dans l'idée que le monde en fait devrait tourner autour de nous qu'on n'est pas capable de nous tourner autour des autres pour être capable d'aller créer des relations. Et je pense qu'après ça va dans les deux sens. Et moi, pour le coup, je suis extrêmement inquiet de ça parce que je pense que il n'y a plus de motivation durable s'il n'y a pas l'autre, en fait. C'est un peu, je sais pas si t'avais vu Seul au monde avec Tom Hanks ou Je suis une légende avec Will Smith. Absolument. Tu vois bien qu'à partir du moment où il n'y a plus personne, il y a plus rien. Il y a plus aucun intérêt de rien. Je veux dire, Will Smith, il va pas être un influenceur dans un monde où il y a plus personne, ça a pas de sens, tu vois. Et donc en fait, tu te rends compte par ce biais-là qu'en fait tout ce qu'on fait n'existe que parce qu'il y a quelqu'un pour regarder. Mais sauf que ce qu'on oublie de dire, c'est que si on n'est soi-même pas capable d'être la personne qui regarde l'autre, son ami, sa famille, sa petite amie et tout ce que tu veux. On peut pas attendre des autres qu'ils le fassent. Exactement. Et d'ailleurs, ils sont pas cons, ils le feront pas. Absolument. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller alors? Non pas qu'on a envie de conseiller la jeune génération, mais sur quoi on aimerait comment les choses devraient s'aiguiller? Pour moi, c'est la communauté. Je pense que Et même dans une société où on encourage quand même l'entrepreneuriat, parfois l'entrepreneuriat passe par, tu vois, quelque chose de très solitaire. Pas forcément, hein. En tout cas, tu vois, est différent. T'as raison. T'as complètement raison sur ce principe. Moi, j'encouragerais la communauté. Je pense que le volume de divorce qu'a connu notre génération, je suis enfant de divorcé, et la perte d'importance de la religion qu'a connu notre génération. Ma mère est croyante catholique, moi je suis pas croyant, enfin je suis baptisé mais je suis pas croyant. On a considéré ça presque un peu comme des détails culturels. Mais en fait, on se rend pas compte que ça a encouragé l'individualisme et a complètement détruit nos socles communautaires. Avant, les socles communautaires, c'était la famille et l'église, ou la mosquée, ou la synagogue pour les autres religions. Et en fait, ça, c'est ne pas comprendre, selon moi, qu'en fait, la communauté, c'est un besoin humain. La religion et la famille, c'est quasiment une excuse d'alliance pour être à la base un besoin encore plus primaire de la communauté. Je regardais ces derniers temps la planète des singes, tu vois. Incroyable de leçons de ce point de vue là, je trouve, tu vois, entre comment les humains s'autodétruisent versus comment les singes réussissent à se développer. Tu regardais lequel par curiosité, les anciens ou les nouveaux, un peu plus récents? Celui avec Andy Serkis et tout, tu vois. Ok, bah les anciens, je sais pas si tu les as déjà vus. Non, jamais. Bah c'est exactement le même principe. Et tu les regardes aujourd'hui alors qu'ils ont été faits dans les années 70, hein, tu te dis mais on est en plein dedans. C'est visionnaire. C'est criant de vérité et on retrouve exactement les mêmes notions. Putain, mais c'est incroyable. Comme quoi, en fait, les tendances étaient déjà analysées par les gens, hein, déjà ressenties. Et moi, je suis convaincu que le meilleur outil aujourd'hui, c'est la communauté. La communauté, ça peut prendre toutes ses formes. Typiquement, c'est le club de sport, le club de boxe, le club de running. Donc ça va être toute la catégorie un peu sportive. Tu vas avoir après toutes les hobbies, les échecs, la danse, la musique, ce que tu
tu veux. Tu vas avoir les bandes de potes, qui est, je trouve aujourd'hui quasiment le truc qui résiste le mieux un peu dans ce truc-là. C'est quand tu vas avoir 10, 15 personnes à peu près dans la même bande de potes. Les communautés d'entrepreneurs et tous ces trucs-là. Et aujourd'hui, moi, je suis convaincu que le monde est en train de devenir communautaire parce que c'est le besoin sous-jacent le plus important de notre génération. Et ça n'empêche pas d'être dans sa quête entrepreneuriale personnelle. Nous, on a monté une communauté avec mon agence qui s'appelle Boost ton surligneur. On s'associe à une meuf géniale qui s'appelle Margot. Et en fait, on a créé une communauté pour apprendre aux gens à utiliser les réseaux sociaux pour leur activité professionnelle et à vendre grâce aux réseaux sociaux. Mais c'est la communauté le but. Bien sûr, ils ont des leçons, ils ont un accès direct à nous et donc ça a une grosse valeur pour beaucoup de monde. Mais ça leur permet surtout de pouvoir d'avoir, quand ils ont une question, ils peuvent poser la question. Quand ils ont un doute, ils peuvent être encouragés. Quand ils ont besoin d'un retour de quelqu'un sur quelque chose qu'ils construisent, ils vont avoir ce retour-là. Ils vont avoir la force de frappe et tout. Et du coup, tu te sens plus seul. Parce que c'est horrible d'affronter les défaites seul. C'est pire d'affronter les victoires seules. Ouais. Une victoire seule, c'est d'un vide. C'est déprimant. C'est déprimant, c'est horrible. Et d'ailleurs, la vague freelance s'en rend de plus en plus compte et se constitue en collectif et en tout ce que tu veux. Pour essayer de pallier à ça. Tu vois, je vais faire le pont physiologique et effectivement, les liens sociaux, aujourd'hui, c'est accepté comme étant le premier facteur de longévité, même au-dessus de la masse musculaire, la masse grasse, la condition cardio-respiratoire. C'est-à-dire que tu vas demander à des spécialistes, ils vont te dire, il vaut mieux avoir des liens sociaux solides plutôt que de ne pas avoir de liens sociaux et d'avoir un super cardio, une bonne masse musculaire, faire 8 heures de sommeil par nuit. Ça reste le facteur numéro 1. Mais c'est lié à quoi? C'est lié au fait que quand t'es entouré, les gens détectent plus quand t'as des maladies ou ce genre de trucs, ou alors, si t'es plus heureux, ou c'est quoi? Sûrement qu'il y a des caractères qui sont liés à l'évolution, à la survie, etc. Mais je pense qu'on est vraiment des êtres sociaux, hein, et que certaines sécrétions hormonales, certains facteurs physiologiques ne peuvent intervenir que quand tu es en groupe et avec une communauté où tu as des gens de confiance qui peuvent t'écouter, que tu peux écouter, etc. Ah ouais, un peu même dans la même dynamique que si tu ris beaucoup, tu vas être en bonne santé, absolument, ce que tu veux. Ouais, et tu vois, pendant longtemps, on a pensé que c'était des choses un petit peu secondaires et que c'était tellement abstrait qu'on pouvait pas considérer ça comme des vrais facteurs de longévité. Aujourd'hui, c'est le cas. Putain, c'est dingue. Aujourd'hui, c'est le cas. Ouais. Mais ça reste encore dans la communauté scientifique et c'est difficile de dire à toute une génération qui a été encouragée à se débrouiller toute seule et à ne pas faire appel aux autres que il faut un peu rebrousser chemin et trop stylé. Et faire l'inverse. Il y avait eu une étude, j'avais entendu ça pendant un TEDx. J'ai jamais vérifié la source, mais le TEDx avait l'air plutôt sérieux, donc c'est pas vrai, désolé. Où il disait qu'en gros ils essayaient de trouver quel était le facteur de bonheur sur en gros toute une vie humaine. C'était la plus longue étude de l'humanité. Harvard, je crois, sur 80 ans. Et le facteur, c'était l'entourage. Le plus grand bonheur, c'était, en gros, avoir un certain nombre critique. Donc, c'était en gros un peu plus de 3, un peu plus de 5 relations de grande qualité et sur toute la durée d'une vie, tu vois. Ouais. Et pour moi, tout tourne à ça. Et les gens, parfois, je le dis et j'affronte le problème directement et je l'ai affronté plein de fois directement, mais trouve qu'au crayon, on crée du clash, on crée de la division et tout ce que tu veux. Et moi, ça m'énerve parce que non seulement c'est tellement l'inverse l'objectif. Enfin, je veux dire, nous, notre but à la fin, c'est exactement ça, c'est de se dire comment on fait en sorte qu'on arrive à détruire toutes les problèmes et les dérives dangereuses de l'individualisme. Et pour nous, d'abord et avant tout, c'est la réunion des gens, le dialogue et tout ce que tu veux. Et ça m'énerve qu'on nous critique là-dessus parce que j'ai l'impression que les gens se rendent pas compte que si on tire la courbe de ça, si nous on n'existe pas, et pas seulement nous, hein, il y en a d'autres qui font des choses vachement bien de ce point de vue-là, mais si notre type d'approche n'existe pas, les gens vivront pour le coup en clan. Et le clan et la communauté, c'est pas la même chose. Le clan, il est fermé. Le clan, il s'oppose à un autre clan. Le clan, il est en baston avec un autre clan. Le clan, c'est du communautarisme. Exactement. C'est exactement ça. C'est la question que j'allais poser. Est-ce que on risque pas de basculer dans l'extrême? Et si je dis extrême, c'est bien pour une raison, du communautarisme, quoi. Bah, on est en train. Ça, faut se le dire. On est clairement en train de basculer dans du communautarisme. On est en train de basculer moins dans du communautarisme révolutionnaire, comme ça a pu être le cas il y a une quinzaine d'années dans différents groupuscules d'extrême droite ou d'extrême gauche et tout. On est beaucoup plus en train de basculer dans du communautarisme intellectuel, ce qui, moi, me fait moins peur d'un point de vue des actions individuelles, de violence et tout, mais qui me fait plus peur d'un point de vue de comment les gens vivent en société ensemble, parce que du coup, les gens ne vont plus être confrontés à la même réalité. Et pour moi, je reprends le discours sur les réseaux sociaux, on a ce problème-là avec les réseaux sociaux qui est de se dire, chacun va avoir un algorithme construit sur mesure pour nous garder happés dans les réseaux sociaux, TikTok, Insta, YouTube, tout ce que tu veux. Donc, les réseaux sociaux ont tout intérêt à confirmer notre vision du monde. Sauf que si jamais on passe notre temps à confirmer notre vision du monde, non seulement on n'est plus capable de se remettre en question, mais pire,
on ne comprend même pas pourquoi quelqu'un penserait pas comme nous. Et donc en fait, il y a des gens, je vois des gens de gauche se dire, mais attends, pour être de droite ou d'extrême droite, faut être timbré. Et je vois des gens de droite dire, pour être de gauche ou d'extrême gauche, faut être timbré. Mais je vous fais passer l'un ou l'autre 24 heures ou 48 heures dans le feed de l'autre personne. Au bout de 48 heures, t'as plus les mêmes idées politiques, hein. Parce qu'il y a des réels bons arguments de chaque côté. Spoiler! C'est dingue, hein, c'est fou comme truc. Comme tous les êtres humains. Comme tous les êtres humains. Et en fait, je trouve ça fou qu'on soit arrivé à une époque où les gens ne soient pas capables de signifier, d'admettre que c'est pas parce que t'es pas d'accord qu'il n'y a pas des raisons d'être pas d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis convaincu que plus on fait gagner l'individu en liberté et en responsabilité, plus on a un système qui pousse vers le haut. Mais tu peux me montrer des dérives de ça. Ah ouais, du coup, on laisse mourir les gens au bord de l'hôpital. Ah non, t'as raison, faudrait quand même mettre un système de santé. Ouais, mais du coup, on n'éduque pas les gens et du coup, ils sont pas capables de s'en sortir par eux-mêmes. Ah ouais, t'as raison, faudrait mettre de l'éducation. Oui, mais du coup, et en fait, tiens, et petit à petit, tu crées des contraintes parce qu'en fait, tu peux pas créer une liberté absolue, sinon pour le coup, c'est la jungle. Mais en fait, c'est là où je dis, en fait, faut juste être capable d'aller amender, en fait, son truc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui en font de la posture. Ils en font de la posture d'un côté ou de l'autre. Je suis de droite, donc en fait, je m'habille en chemise, j'ai un peu de classe et j'ai un certain sens de la culture. Je suis de gauche, donc je suis du côté des gentils et je suis du côté du bon sens de l'histoire. Oui, mais non, en fait. Aucun de vous deux n'a raison et aucun de vous deux n'a tort, en fait. Vous êtes juste complètement enfermés dans une propre bulle. Et moi, je m'en rends compte parce qu'à chaque fois que le crayon est un très bel objet de ce point de vue-là. Ah ouais, le crayon, quand même, vous penchez un peu à gauche. Ah, ça veut dire que t'es de droite. Ah ouais, le crayon, vous penchez un peu à droite. Ah, ça veut dire que t'es de gauche. J'ai jamais vu un mec de bien à droite dire qu'on était de droite et j'ai jamais vu un mec bien à gauche dire qu'on était de gauche. Et en fait, on est juste le miroir inversé des croyances de chacun. Donc après, chacun va essayer de raconter l'histoire qu'il a envie de raconter. Il y a des gens qui vont dire qu'on a un investisseur qui est d'extrême droite. Oui, c'est vrai. Il a 3% de notre capital. D'autres vont dire qu'on a des investisseurs qui sont pro-LFI. Oui, on a 4 sur nos 20 investisseurs. Et alors? C'est ça la réunion. C'est ça le crayon, en fait. J'ai jamais compris ce truc-là de vouloir se dire parce que t'as un bulletin dans une urne ou parce que t'as une idée politique, du coup, t'es au banc de la société. Parce qu'en fait, à force d'avoir fait ça, on a fait monter, pour le coup, littéralement des extrêmes au second tour des élections présidentielles. C'est littéralement ça que ça a créé. Et après, derrière, ça mérite aussi un deuxième point qui est de se dire, est-ce qu'on peut discuter? Mais est-ce alors, qu'on peut écouter? Bien sûr. Tout ce qui transparaît de tout ça, c'est que on a tous besoin de nuances. Ouais. Clairement et simplement. On a tous besoin de nuances. Mais tu sais que réseaux sociaux et nuances, ça va pas bien ensemble. Et forcément, des fois, je te vois commenter sur certains posts sur les réseaux sociaux. Je me dis, il doit s'arracher les cheveux parce que c'est de la même chose des deux côtés, en fin de compte. Et s'il y avait un petit peu de nuance, probablement que tu serais pas obligé de te justifier à peu près toutes les semaines sur ces questionnements. Non, mais c'est sûr. Mais surtout, moi, j'accepte de me justifier. On est un média avec une ambition forte de réunir les gens. Je comprends qu'on challenge l'approche. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, ce que je trouve juste inquiétant et sur lequel moi je me battrai toujours, c'est l'idée selon laquelle que écouter c'est déjà cautionné. Et ça, pour moi, elle est dangereuse parce que ça veut dire que tu remets en cause fondamentalement le principe de la démocratie. Parce que tu peux ne pas écouter la personne, elle ira quand même mettre son bulletin dans l'urne. Et donc en fait, ne pas l'écouter, c'est manquer l'opportunité de lui faire changer son vote si jamais tu veux lui faire changer son vote. Je suis d'accord avec toi. Et c'est pour moi, la base de tout, c'est ça. Et je prends un exemple, mais il y a un compte qui a énormément percé sur les réseaux sociaux qui s'appelle l'Esprit Critique, que moi j'apprécie beaucoup. Alexis, si tu nous regardes, super compte qui en plus tape sur tous les camps, donc une approche très similaire à celle du crayon. Il y a des gens qui sont allés faire des enquêtes pour dire ah ouais en fait il défend pas vraiment l'esprit critique, il vend des formations sur l'esprit critique. Ah oui, j'avais vu passer ça, absolument. Et en mode bah du coup il défend l'esprit critique s'il vend des formations sur l'esprit critique. Bah oui mais non mais du coup c'est payant. et en fait reçois-le le mec. Mais tu peux pas avoir le dernier mot sur ce genre de choses de toute façon. Ouais. Tu sais que c'est un dialogue qui est un peu. Si tu peux avoir de l'honnêteté intellectuelle, reçois-le le mec. Dis-lui voilà, j'ai découvert ça, pourquoi tu fais ça, je trouve ça pas bien ou je trouve ça bien. Enfin, reçois-le. À quel moment on a arrêté d'avoir un pont sur lequel les deux personnes pas d'accord marchent pour aller discuter au milieu? Et le crayon, c'est ce pont. C'est pas l'arbitre, c'est pas tout ce que tu veux, c'est le stade. Juste le pont. Ouais. Et nous, on n'est pas l'arbitre. On dit pas que lui a raison ou lui a tort. Il y a pas le. Nous, on est vraiment le stade, l'endroit où lesquels les gens peuvent se retrouver en sachant qu'ils vont pas être considérés comme l'ennemi ou la personne à abattre en venant là-bas. Mais en même temps, ne pas être considérés comme la personne qui a raison par défaut.
juste le terrain le plus fertile possible à l'échange. Et ça, pour moi, c'est une approche, c'est pas la seule, mais c'est une approche pour réussir à briser, en fait, cette espèce de bulle, individuelle dans laquelle tout le monde est en train de se créer et qui est, selon moi, extrêmement dangereuse parce qu'on va même arriver à un stade, parce que si tu pousses l'individualisme le plus loin possible, on va même arriver à un stade où aucun politique fera plus de 20%. Ouais. C'est con ce qu'on dit, mais on pense toujours à auquel on va voter et tout. Mais il se passe quoi le jour où, en fait, t'as, je sais pas, 12 candidats et t'en as 6 qui font plus de 10, mais 0 qui font plus de 15. Bah, t'as pas de pays. Et donc, t'es obligé de refaire des alliances. Et donc, t'es obligé de rediscuter par la force des choses. Donc, en fait, c'est ça le truc. C'est de toute façon, à un moment ou à un autre, plus on va se diviser, plus on va être obligé de discuter. C'est comme une espèce de mouvement de balancier, quoi. Tu vois, plus tu te prives, plus t'as envie de bouffer, tu vois. Et ça va être la même chose, tu vois. Ça reviendra de l'autre côté, ouais. Ouais. Ouais, carrément. C'est bien que t'aies fait ces distinctions et ces précisions. T'as mentionné tout à l'heure l'importance de la santé mentale et comment c'est en train de basculer dans un côté un petit peu sombre avec la jeune génération. Est-ce qu'on peut considérer que la jeune génération est une génération qui est déprimée? Je pense qu'en fait, il y a plusieurs blocs, en fait, dans la génération. Je les ai pas forcément tous catalogués et tout, mais pour moi, il y a un bloc, en gros, qui est cynique, qui a compris qu'en gros, tout ce qu'on racontait depuis notre naissance, c'était des foutaises, qu'il fallait penser qu'à sa gueule, et qu'il faut s'en sortir coûte que coûte. Et ces gens-là, on va dire, on pourrait les classer, on va dire, je sais pas, tu ferais un truc, t'as en gros, t'as le fait d'être cynique ou y croire, et profiter du système ou se faire avoir par le système, tu vois. Donc t'as ceux qui sont cyniques et qui y croient pas. Donc ça, c'est ceux qui vont aller faire de l'argent, faire des business en ligne et tout, qui sont très en mode l'État français fait n'importe quoi, est-ce que tu veux, discours un peu capitaliste sauvage, tu vois. Tu vas avoir ceux qui bénéficient du système ou qui croient dans le système, mais qui y croient. Et donc là, tu vas retrouver plutôt des gens, on va dire, du bloc central, des gens qui veulent construire des trucs. Tu vas retrouver des start-upers, des boîtes à impact. Tu vas retrouver un peu, tu vois, cette espèce de nouvelles têtes, nouveaux leaders de la jeune génération sur le côté un peu, on va transformer l'écologie, de ce que tu veux. T'as ceux qui n'y croient plus et qui se font avoir par le système. Et c'est là où, en fait, t'as la plus grosse partie de la population et t'as la grande dépression, elle se retrouve là, en fait. Et t'as ceux qui profitent pas du système, mais y croient encore. Et là, tu vas trouver plutôt les militants. En gros. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est la dernière partie, en fait, qui est la troisième partie, qui est la partie des déprimés, en fait, les vrais déprimés. Et cette troisième partie, t'as dit, se fait avoir par le système? Non, mais ils ont la sensation que le système joue contre eux. Je comprends. C'est faux à leur échelle individuelle, mais vrai à leur échelle collective. Et c'est pour ça que c'est un sujet aussi ambigu et que beaucoup de complotistes surfent dessus, qu'en même temps le système sort dessus pour attaquer les complotistes, mais aucun des deux n'ont raison. Le système joue contre eux à l'échelle collective parce qu'en gros, et je pense que c'était très récemment montré, les impôts sont dégressifs, par exemple. Dès que tu commences à peser plus de 20, 30, 40 millions, tu payes moins d'impôts en pourcentage que si tu pesais 500 000 ou 1 million. Ce qui est une absurdité économique par définition. Il y avait une taxe Zuckman, par exemple, qui avait été mis à voter au Sénat là-dessus, qui a été retoquée. Mais bon, voilà. Ça, pour le coup, je sais pas si je suis d'accord avec la taxe Zuckman, mais en tout cas, l'idée derrière de se dire que c'est pas juste, ça, c'est vrai. Et ça, en tant que collectif, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas juste. Mais de l'autre côté, à l'échelle individuelle, personne n'empêche personne de faire quoi que ce soit. Donc ça, on en revient à la responsabilité individuelle. Et ça, moi, je tergiverserai pas. En tant que groupe d'individus, est-ce qu'on met assez de moyens? Je sais pas. Est-ce que les gens, on pourrait faire plus? Sûrement. Mais en revanche, à l'échelle individuelle, c'est sûr que n'importe qui est comme toi, mais avec un peu plus d'énergie et de motivation, pourrait avoir une situation meilleure que la tienne aujourd'hui. Ça, c'est absolument certain. Après, faut combattre ses biais. Faut combattre la tentation de la malbouffe. Faut combattre la tentation des réseaux sociaux et de Netflix et des jeux vidéo quand ils passent trop de temps. Faut combattre la tentation du moi-je, syndrome du personnage principal. Faut combattre la tentation aussi et la peur d'aller vers l'autre, la timidité, la peur de l'approche et ce que tu veux. Généralement, pour reprendre sa vie en main, il n'y a pas 150 piliers à développer. Bonne nutrition, bon sport, bon sommeil, bonne relation sociale, courage social et volonté de tisser des liens, et développement de compétences ou développement d'opportunités business. Et tous ces trucs-là, en vrai, tu peux avoir une vie catastrophique et 6 mois plus tard avoir une super vie. 6 mois, pas 2 ans, 3 ans. Ouais, pas plusieurs décennies. Pas de formation à vendre. Moi, je vais pas vous rendre riche à Dubaï en Lamborghini. Moi, c'est pas mon game. J'ai un programme de muscu à vendre, moi, quand même. Je plaisante. Non, mais la muscu avec Nassim. Non, mais évidemment, c'est aussi ce que je prône totalement. Et c'est vrai que les changements peuvent être très rapides et radicaux. Complètement. Et c'est juste, faut que les gens s'y mettent. Mais alors, cette sensation de mal-être, si je peux appeler ça de la déprime ou même de la dépression, tu penses que c'est lié justement à l'impuissance
Le sentiment d'impuissance plus que l'impuissance réelle. Parce qu'en fait, le sentiment d'impuissance, c'est le sentiment de passer d'un McDo à des brocolis. C'est le sentiment de passer de être posé sur son lit devant Netflix à la salle de sport. C'est le sentiment de regarder du porno à draguer une fille dans la rue, par exemple, tu vois. Bah, c'est plus dur. Tout est plus dur dans la vraie vie. En revanche, les récompenses que tu peux obtenir, elles sont beaucoup plus grandes, en fait. C'est aussi con que ça. Pourquoi autant de gens se mettent à faire en gros, chacun fait son Kaizen, son marathon, son Irox, son tout ce que tu veux, ou dans plein de domaines et tout. Mais c'est parce que c'est un objectif suffisamment fou pour que tu puisses te motiver à passer à l'action. Parce que la motivation de se dire juste je vais courir une demi-heure tous les jours, elle est vachement moins excitante pour un individu en moins rêver, projection de dopamine que bien tu sûr, disais en tout à l'heure, fantasme, ouais. tu vois, que d'aller réussir à faire un marathon. Et donc le marathon va te donner la motivation d'aller courir tes 30 minutes par jour parce que l'objectif est suffisamment excitant. Bien sûr. Donc si jamais il faut en passer par là, passer par des objectifs de fou. Moi, quand j'ai lancé le crayon, on avait déjà, alors qu'on avait une chaîne qui avait vraiment genre 300 abonnés, des vidéos catastrophiques, mal montées, on avait déjà l'objectif de devenir le plus gros média de débat français. On voulait imposer ce truc-là parce que nous, on est convaincus que on serait les seuls à avoir le courage de réunir tout le monde. Parce qu'il en faut, mine de rien. Et je pense que c'est la dernière truc, je pense qu'on manque de courage. Je pense que notre génération manque de courage. En tout cas, manque de courage proactif. Dans le courage subi, elle en a du courage. Parce que c'est pas simple. Macron avait dit ça, c'est pas simple d'avoir 20 ans en 2020. Oui, merci Macron, mais en fait, oui, c'est vrai que c'est pas fou. C'est pas hyper simple la situation dans laquelle on est pour plein de raisons. On a une accélération vertigineuse de la technologie où il faut suivre les trucs quasiment semaine par semaine. On a une situation géopolitique qui fait flipper. Et on oublie presque qu'il y a une crise climatique qui nous pend au nez et qui existe ça avant même qu'on ait eu tous ces problèmes. Donc ça peut être un peu déprimant. Donc c'est déprimant. Mais en fait, aujourd'hui, vous n'êtes pas en train de vous faire strike par un drone américain, vous n'êtes pas en train de vous faire remplacer par l'IA demain matin, et la crise climatique, elle n'a pas mis le feu à votre logement hier. Donc en fait, c'est des problèmes collectifs très graves qui peuvent être démotivants, mais ça n'empêche pas d'aller se motiver. Et puis au bout d'un moment, le monde, le prédire le futur, c'est d'abord avant tout le construire. Et moi, en fait, j'en ai un peu marre du défaitisme, qui est une forme inavouée de c'est à l'État de gérer. Le défaitisme français, c'est très ça aussi. C'est à l'État de gérer. En fait, mais il y a un moment, non. L'État, on a bien vu qu'il était incapable de gérer un paquet de trucs, donc faisons le truc à la place de l'État. Je suis désolé, mais pousser les gens à faire du sport, ça pourrait être un service public. Faire du débat, Absolument. ça pourrait être un service public. Complètement. Et donc, en fait, il y a un moment où on a réussi à créer un business model. T'es rentable. Ouais. Je suis rentable. Bien sûr. Voilà. Donc, en fait, on peut réussir. Attends, si tu y réfléchis, tu poses ça là pour les gens qui nous regardent. Attends. Donc, en fait, on peut créer une activité qui a tellement de sens que ça pourrait être un service public. Quelque chose qui te passionne et que tu as envie de développer tous les jours et qui, à la fin, te rapporte de l'argent et en plus du prestige social, en plus du statut, en plus de la... Il est bon, le deal, franchement. Alors, il est dur, faut bosser, hein. Mais il est bon, le deal. Il y a pas beaucoup d'époques de l'humanité où on avait des deals pareils à saisir en si peu de temps. Nous, le crayon, on l'a lancé il y a 5 ans, hein. C'est relativement court, en fait. C'est relativement court. Mais je vais me faire l'avocat du diable. Vas-y. Tu te mets à la place de quelqu'un qui rentre dans la vie active, post-Covid. Pas la meilleure période. Ouais, c'est... T'as eu ton bac, t'étais chez toi, t'étais en confinement, tes perspectives d'avenir sont un peu compliquées et peut-être que t'as pas le recul nécessaire et on peut pas leur en vouloir hein, pour te dire ok c'était une période, une fois que tout sera fini je vais pouvoir travailler sur ça, développer des compétences etc. Est-ce que c'est pas aussi difficile et c'est des choses que moi personnellement tu vois j'ai pas traversé donc j'ai un peu de mal à me dire ok c'est uniquement une question de volonté et de responsabilité personnelle. Je suis d'accord pour dire que c'est majoritairement une question de responsabilité personnelle, mais il y a un petit quelque chose qui fait que les circonstances environnementales ont fait que c'est quand même difficile. Hein. Je vais prendre un petit exemple qui pour moi est très très parlant, c'est la question de l'obésité. Tu vois, c'était un peu le sujet de la discussion qu'on avait prise. L'obésité, c'est multifactoriel et ce serait difficile de dire à quelqu'un qui souffre d'obésité, OK, c'est parce que tu n'as pas la volonté et c'est parce que tu ne manges pas assez bien. Alors oui, c'est vrai, c'est la raison principale. Mais à côté de ça, il y a des petites choses qui s'ajoutent qui font que peut-être que t'as pas l'argent pour t'acheter les bons aliments, que t'as peut-être pas le temps, que t'as pas l'environnement nécessaire, que t'as pas une salle de sport à côté de chez toi. On reste d'accord sur le fond du problème, ça c'est sûr et certain, mais tu vois, je suis obligé de me faire un peu l'avocat du diable. En fait, t'as complètement raison. Et j'ai pas forcément beaucoup de contre-arguments, si ce n'est, à la fin, c'est le problème de chacun.
En fait, moi, c'est surtout ça que j'ai du mal à matérialiser concrètement comme argument. C'est que tu veux dire qu'on peut trouver toutes les excuses, grosses à guillemets. la fin, ça sera notre problème à nous. Enfin, je suis conscient. Moi, je fais 1m87 et je fais 72 kilos. Alors, je fais 3-4 fois par semaine du sport depuis que j'ai 13 ans. Donc, la question du sport, j'ai toujours faite. Mais je sais que même si je faisais pas de sport et que je bouffais beaucoup, j'aurais beaucoup plus de facilité à ne pas prendre du poids Bien que sûr. beaucoup de monde. Mais à la fin, c'est ma vie. Si c'est pas ton cas, c'est ta vie quand même. Moi, l'idée, et c'est pour ça que moi j'essaie beaucoup de combattre ça en France, c'est l'idée que c'est à l'État, à la collectivité ou en gros à des gens, mais pas toi, d'aller résoudre ton problème à toi. Et oui, il y a des moments c'est le cas. Tu t'es cassé la jambe, tu vas à l'hôpital et c'est à l'hôpital de te le résoudre. Tu vas pas toi-même faire tes points de suture et tout ce que tu veux, tu vois. Mais à la fin, c'est ton problème. Donc, si il n'y avait pas d'hôpital et que c'est à toi de faire tes points de suture, comment tu fais tes points de suture? De toute façon, t'as pas le choix. Et moi, c'est ça que je comprends pas, c'est les gens qui trouvent une forme de plaisir ou de déculpabilisant dans le fait de dire ou c'est pas de ma faute ou c'est à quelqu'un d'autre de le faire pour Ouais, moi. parce que sur ça, je suis d'accord, bien Si sûr. c'est vrai, ça change pas la nature du problème. Si t'es malheureux dans ta vie, c'est toi qui en souffres. Moi, je suis hyper heureux dans ma vie et je suis pas hyper heureux parce que j'ai fait plein de trucs. Je suis hyper heureux presque un peu d'énergie de base. Moi, je suis un gars, T'es volontaire, quoi. ouais, c'est pas, c'est juste, pour moi, on pourrait être mort, en fait. Donc, si on n'est pas mort, on devrait être heureux, en fait. Tu vois, il y a vraiment, c'est très on-off comme logique, tu vois. Et je sais que les Américains ont plus d'écho avec cette énergie-là que les Français, où les Américains, ils ont aussi beaucoup plus cette culture du truc, yeah, let's go, tu vois. Moi, mon sujet, c'est surtout de se dire que si jamais les gens sont malheureux dans leur vie, ne pas comprendre que ça sera à leur problème à la fin, c'est ça qui est... Enfin, moi, en fait, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est de l'intelligence, c'est obtenir ce qu'on veut de la vie. Et pour moi, ça casse toutes les idées reçues sur l'intelligence, c'est-à-dire réfléchir très vite, tout ce que tu veux. L'intelligence, c'est obtenir ce qu'on veut de la vie. Et c'est du coup deux choses. La première chose, c'est savoir ce qu'on veut. C'est ce que j'allais dire. C'est la première question que j'allais poser. Et ça, c'est une question qui est pour moi éludée par 80-90% des gens. Et la deuxième chose, c'est se demander et faire un plan pour savoir comment l'obtenir. Et c'est pas toujours ça peut évoluer. Mais moi, quelqu'un qui me dit, j'ai envie de bouffer ce que je veux sans aucune limite, j'aime pas le sport, et c'est pas grave si je mourrais jeune et pas forcément en bonne santé, mais en revanche, je vais avoir profité, j'aurais passé des bons moments à table, tout ce que tu veux, nanana. Moi, j'ai aucun jugement de valeur. Moi, j'ai un jugement de valeur auprès des gens qui sont les ingénieurs de leur propre malheur. C'est ça, moi, mon jugement. Il y a un moment où il faut vraiment, vraiment se mettre en mouvement. Et la meilleure manière de se mettre en mouvement, c'est d'aller sur ce qu'on aime déjà, mais de réussir à faire des pas professionnalisants ou sains là-dessus. Typiquement, je vais à la salle 3-4 fois par semaine, mais j'aime bien la salle, mais ça me suffisait plus. Donc, du coup, je me suis remis au foot, parce que j'adore le foot. Aujourd'hui, ça passe avant quasi tout. C'est ta priorité, ouais. Premier degré, je suis arrivé en retard à un mariage parce que je voulais pas faire sauter mon foot, tu vois. Là, je savais que j'avais abusé, tu vois. Ouais, mais c'est comme ça que t'as décidé de vivre ta vie. Mais parce que c'est trop important pour moi dans mon bonheur, en fait, le foot. J'aime trop le foot, j'adore le foot. Et donc, en fait, c'est juste être capable d'arbitrer et d'avoir le courage de dire, OK, il y a un risque que je sois en retard à mon mariage parce que le temps que je rentre chez moi, ce que tu veux, que je prenne la voiture et tout ce qui va avec, bah, je serai probablement en retard. Mais c'est pas grave, j'accepte parce que ce truc-là est prioritaire dans mon bonheur, tu vois. Et je pense que peut-être la conséquence positive de l'individualisme à outrance qu'a été notre société, c'est le fait de faire les choses sans s'excuser. Le fait de pas sentir le besoin de se justifier ou de s'excuser à chaque fois que tu fais quelque chose égoïstement. Les Américains ont un terme, c'est unapologetic, qui n'est pas toujours là en mode, ah oui, désolé, j'ai fait ça, j'ai fait mon sport d'abord et tout. Non, j'ai fait mon sport. Je fais mon foot. C'est pas content, c'est pas grave, en fait. C'est ma priorité. Ouais, voilà. c'est ma priorité. Si tu la respectes pas, c'est pas grave. Ça change pas que c'est ma priorité. Et donc voilà, je suis pas un expert en bonheur. Moi-même, je fais ce que je peux pour être heureux moi-même. Ce que je remarque juste, c'est que souvent le bonheur est à la racine du courage. Et souvent, je trouve des corrélations entre les deux chez les gens. Les gens que je vois le plus heureux, les plus rayonnants, sont des gens qui sont capables d'avoir des conversations difficiles. Sont des gens qui sont capables d'accepter quand ils font des choses mal et de les accepter, de pas se flageller de les faire et tout. Sont des gens qui prennent des risques, qui pire se plantent. Enfin, il y a vraiment une énergie
il y a une énergie très alignée en fait avec le bonheur, et je pense que le courage est la meilleure manière de s'aligner, parce que du coup tu passes du fantasme à l'action constamment, constamment, constamment. Et donc voilà, moi je te prends un exemple très simple, mais je rêve un jour de faire un Diary of a CEO, parce que je trouve que c'est la meilleure émission internationale qui existe. C'est l'un des podcasts les plus populaires au monde. C'est un peu ce que toi tu fais, mais avec Steven Bartlett, ouais. Exactement, avec Steven Bartlett. Je vais pas attendre d'avoir le niveau pour. Je vais juste faire des trucs très stylés. Le jour où j'aurai le moindre projet un peu international, je vais contacter ces équipes, je vais spammer ces équipes jusqu'à ce que eux ils en aient marre, jusqu'au moment où ils vont me dire bon vas-y on a un trou, prends ton billet d'Eurostar quoi, tu vois. Et je vais essayer. Combien de gens vont se dire je vais attendre qu'ils m'invitent? Bah non, tu essayes. Et puis si tu te fais recal, c'est pas grave. Oui, il y a pire dans la vie. Mais ça c'est assez intéressant, parce que tu vois, c'est un mode de pensée que j'avais l'impression qui était très lié à une génération, c'est-à-dire la mienne. Donc, grandi dans les années 90, les premiers modèles, c'était les Américains self-made men. T'avais qui, par exemple? Bah, alors, typiquement, c'était les immigrés qui ont réussi aux États-Unis. Donc, Schwarzenegger, Stallone, Van Damme, etc. Ouais, les gros blockbusters d'action des années 90. Ouais. Exactement. Alors pour le coup, c'était vraiment des figures du cinéma et de la pop culture, mais on aurait pu prendre n'importe quelle autre personnalité qui a réussi. Exactement. C'était un petit peu le même parcours. Mais j'ai grandi dans les années 90. Et quelqu'un qui serait né en 98, 2000 ou 2005, j'ai l'impression que c'était plus du tout le même mode. Non, t'as raison. Et là où je veux en venir, en fait, c'est peut-être que ça a pas trop de rapport, c'est comment est-ce qu'on trouve l'équilibre entre individualisme et communauté, justement. Parce que ça peut être difficile de trouver l'équilibre entre les deux en se disant ok, je suis maître de ma propre existence, donc ça nécessite que quand même que je fasse une certaine introspection et que je me bouge les fesses pour parler de manière familière. Mais d'un autre côté, j'ai aussi le besoin de ces liens sociaux, d'arriver à créer des liens qui sont forts avec des personnes avec qui j'ai confiance et qui pourraient m'écouter, être écoutées, etc. Et peut-être que parfois on a l'impression que ces deux choses sont opposées et que c'est difficile de trouver l'équilibre. Et je terminerai par une chose. En fait, c'est par quoi je suis passé. J'ai eu beaucoup de mal à trouver cet équilibre. Et pendant une grosse décennie, c'était individualisme, 100%. Et tu te sentais seul? C'est pas que je me sentais seul. J'étais seul et je ne pouvais pas me sentir autre que seul. Clairement. J'étais toute la journée tout seul, mais je ressentais presque une satisfaction parce que justement, les modèles avec lesquels j'ai grandi, c'était construit dans le dur. C'était construit dans le dur, dans la solitude, et il s'était construit de manière un peu incomprise du reste de la société. Mais au final, c'était pas un très très bon calcul. Du coup, moi, j'ai mis potentiellement plus d'une décennie à trouver cet équilibre, et c'est qu'aujourd'hui que je l'ai trouvé. Comment on peut encourager des personnes qui auraient 20 ans, 22 ans, 25 ans à trouver cet équilibre plus rapidement? C'est une bonne question. Est-ce que toi, tu l'as trouvé cet équilibre? En grande partie, il reste encore quelques ajustements à faire, mais j'imagine que les ajustements, c'est toute notre vie, de toute façon. C'est sûr. mais là, je commence à arriver vraiment pas plutôt proche d'un truc pas mal, en vrai, en termes d'équilibre de vie. Pour moi, la première réponse à ça, c'est l'alliance. L'alliance, tu vois, t'as maté Game of Thrones. Ouais. Quand ils font des alliances, l'un n'arrête pas d'être seigneur d'un truc et l'autre n'arrête pas d'être seigneur de son truc. Juste, ils s'allient. Déjà parfois pour ne pas s'agresser, mais parfois même pour ensemble aller attaquer une autre armée ou développer des trucs de ressources ensemble, du commerce, faire des etc. mariages, donc l'alliance. Pour moi, l'alliance c'est le truc le plus évident pour préserver son individualité tout en étant en communauté. Alors nous on l'a fait avec mes associés, tu pourrais presque voir que c'est une forme de truc uni, mais on l'a fait avec un collectif de créateurs qui s'appelle Le Navire, où c'est peut-être 150 créateurs de contenu, influenceurs qui pèsent tous entre 500 000 et plusieurs millions d'abonnés, tu vois. Et on a fait une vraie alliance avec eux parce que il y a énormément de gens du navire quand on fait des soirées au crayon. Il y a énormément de gens du crayon quand on fait des soirées du navire, donc tout ce que tu veux. La deuxième chose, c'est l'écosystème. L'écosystème, c'est la version place du village d'une thématique. Donc typiquement, c'est comme si tu avais fait, quand tu te sentais seul, tu avais créé l'afterwork des go muscu. Ouais. Et donc du coup, en fait, c'était que des mecs qui allaient au sport, mais qui avaient un peu d'autodérision pour s'auto-appeler go muscu, et qui en même temps échangeaient sur des bonnes pratiques, et en même temps se rencontraient, devenaient potes de salle, et tout ce que tu veux, gym bro. Ouais. Donc l'écosystème. Et l'écosystème, c'est hyper agréable parce que le fait d'avoir quelqu'un qui dit bonjour Valorant et à qui moi je réponds, même si on va avoir 2 minutes de conversation, c'est super agréable. On se sent notifié.
Et lui se sent notifié. Tu vois ce que je veux dire? Je vois tout à fait. Ouais. Et ça, c'est l'écosystème, c'est vraiment quelque chose que je trouve très puissant. Et la troisième chose, c'est le projet. Et le projet n'est pas toujours nécessairement un projet entrepreneurial. Un projet, ça peut être pour une asso, ça peut être courir un marathon avec plein de potes, ça pourrait être partir, je sais pas. On m'a proposé, malheureusement, je suis pas dispo, mais on m'a proposé de faire une expédition pour grimper le Mont Blanc avec des entrepreneurs. Tu vois, et donc du coup là c'est pas juste moi, c'est avec d'autres gens. Donc ces trois trucs là, donc l'alliance, donc ça c'est vraiment ton cercle très resserré, l'écosystème, donc ton cercle justement très large, et les projets communs, c'est des équipes d'Avengers qui vont monter sur des projets et tout. C'est trop cool, trop cool. Je te prends un exemple sur le côté un peu projet commun. J'ai monté en 2022 une application qui s'appelle Élise. Je sais pas si ça te parle. Non. Tu swipes droite et gauche pour les mesures des candidats à la présidentielle, et à la fin t'as un classement. En pourcentage de fit du programme que tu as avec le candidat. Okay. Ça faisait un podium. Ça a cartonné. On a fait 3,6 millions d'utilisateurs en 3 mois. On était top 1 App Store, Play Store en 6 semaines. Un truc lunaire. C'était vraiment renversant en termes de succès. Et ça, on l'a fait avec Grégoire Cascara, donc qui est le patron de l'assaut Les Engagés et qui est un maillot-type brillant. François-Marie, un développeur. Gaspard G, le youtubeur. Et moi. Donc ça, c'était notre team sur ce projet. Et du coup, ces trois loustiques, c'est devenu des amis, des amis proches. Et en fait, même si jamais je les vois pas tous au même rythme, je les vois pas tous les jours, mais je les vois une fois par mois, une fois tous les 2 mois et tout. À vie, on aura fait ce truc-là ensemble, on aura accompli ce truc-là ensemble. Et même si ça avait pas eu autant de succès, ça aurait été quand même le projet Exactement. que vous auriez partagé. Exactement. Est-ce qu'on n'est pas quand même Tu vois l'esprit je de vois, ce truc-là. je vois 100%. Et ça, pour moi, là où c'est fort en plus, c'est que c'est des actions hyper concrètes. C'est que les gens, dès demain matin, ils peuvent se dire, OK, qu'est-ce que moi je fais? Qu'est-ce que mes potes font? Qu'est-ce que les gens que je connais font? Et comment on réussit à créer tout ça? Alliance, écosystème et projet particulier avec des équipes, quoi, tu vois. Et est-ce que tu es confiant en l'avenir? Parce que on a quand même l'impression que c'est en train de beaucoup changer. Ouais. T'as mentionné tout à l'heure les running clubs, les machins, les trucs. C'est des choses qui n'existaient pas il y a 4-5 ans. Enfin, qui existaient, mais probablement en proportion bien moindre. Aujourd'hui, c'est monnaie courante et ça n'existe pas que dans le sport. Les club. Voilà. Ça n'existe pas que dans le sport. Le sport, c'est peut-être le moyen le plus facile, mais ça existe un petit peu de partout. Donc, il y a quand même un peu cette résurgence. J'avais fait une vidéo il y a 1 an et demi là-dessus. Je suis convaincu de ce truc-là. T'as efflairé. T'as efflairé le truc. Mais simplement parce que nous, on observe avec le crayon, les gens se rendent pas compte, mais avec le crayon, on est en loge de toute la société française. Bien sûr, ouais. Et c'est pour ça que on est autant inquiet sur le lien social, sur le tissu social entre les gens. Parce que vous êtes aux premières loges. Que là, il y a des gens qui sont chauffés à blanc, et il y a des gens qui veulent en découdre. Tous les bords. Y compris le bloc central. Il y a des gens qui veulent en découdre. Alors, en découdre, pas forcément physiquement, mais qui veulent faire mal à leurs opposants idéologiques. Et ça, moi, ça me fait très, très peur. Parce que pour moi, c'est pas ça la vision saine que j'ai de la politique et de la démocratie. Mais après, de l'autre côté, j'arriverai jamais à être défaitiste parce que je pense que ce pays a trop de qualité, a trop de choses à offrir. Je pense que les Français sont en moyenne des gens super brillants, en moyenne par rapport au reste du monde. On a une culture scientifique, une culture tout court, culture générale, ce que tu veux. On a une volonté de s'impliquer. Enfin, on est des gens quand même on n'est pas désintéressés, quoi, les Français. On a envie d'améliorer les trucs. On est connu pour ça. On est connu mondialement pour ça. On est plus critique que artiste, malheureusement, parfois. Mais ça n'empêche pas que je pense qu'on a beaucoup de qualités et qu'en revanche, il faut un choc. Il faut un vrai choc de système. Moi, je suis convaincu qu'il faille passer par une 6e République. On revoit complètement le système de gouvernance. Et moi, mon rêve, c'est que les politiques soient des inconnus au bataillon. Comme en Suisse. Exactement. Donc, pour toi, c'est ça, ce choc? C'est un choc ça pourrait l'être. Moi, je pense pas que ça arrivera pour le coup. Ça arrivera jamais. Moi, je l'espérerais. Mais pour moi, l'autre alternative, c'est que les citoyens prennent le pouvoir des initiatives qui construisent leurs services publics. Ouais, mais du on coup, dit que les services publics sont en vrac. Comment on peut s'auto-organiser, nous, pour créer des services publics remplaçants qui soient de bonne qualité? Et Elise, ça a coûté 10 000 balles et quelques personnes bénévoles pour faire une application qui, 2 ans plus tard, a tenté d'être faite par l'État, a coûté plusieurs millions et a fait moins de 100 000 utilisateurs. Ah ouais. Donc en fait, c'est bien que l'argent public est moins bien dépensé que quand c'est des citoyens qui le font. Et pour une raison que je ne leur reproche pas, c'est que tu as envie d'être sur une application faite par l'État. Non, t'as peur qu'on te pique tes données, t'as peur qu'il y ait quelqu'un qui veuille te la foutre. Exactement. Ouais, il y a plus confiance dans l'État par rapport à ça. Alors que des citoyens, il y a toute la transparence, il y a tout le toute la documentation. On a même foutu le code en open source sur GitHub. Enfin, tu fais difficilement plus transparent que de ce point de vue-là. Et moi, ça a toujours été ma culture avec le crayon, avec tous les projets que j'entreprends.
Transparence. C'est comme ça que tu fais de la confiance. Mais pour en revenir sur qu'est-ce qu'on pourrait faire en France, moi je suis obligé d'être optimiste parce que la réalité c'est que si jamais on voulait faire un grand plan national pour remettre les Français au sport, tu crées une team, Thibaut InShape, Eric Flag, toi, Juju Fitcat, je connais pas tous les trucs mais j'ai cité que ceux que je connaissais. Imagine, tu crées une ligue de 10 créateurs, tu fais un challenge l'été pour toute la France, mais prenez même des sponsors si vous voulez gagner de l'argent avec, y a aucun problème, tout le monde s'en fout. Prenez des sponsors avec iPro de Danone, prenez des sponsors avec je sais pas les salles de sport, bon t'as les tiennes et tout, mais faites des sponsors et faites un projet rentable, mais dites on fait un programme d'été pour tous les Français, enfin. J'ai dit plein de fois que je voulais être ministre des Sports, donc t'inquiète. Ah voilà, tu vois. Non mais tu vois ce que je veux dire. Moi je pense qu'il y a même besoin d'être ministre des Sports pour faire ça. Et je pense que tu deviendras ministre des Sports parce que tu fais ça. Tu comprends ma logique. Je pense que les nouvelles figures de direction vont être ceux qui en ont pas attendu d'avoir la responsabilité pour faire quelque chose. La réalité, alors moi je le dis, hein, et je le dirai autant de fois qu'il faudra pour que les gens me croient. Je ne voudrais jamais faire de politique. Moi, j'ai pas de parti, j'ai pas de truc, je m'en fous, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est les règles du jeu, la mécanique de la société. Quand tu dis ça, ça veut dire que tu ne voudrais pas faire partie d'un parti politique ou créer le tien? Je vais pas créer le mien, je vais pas être président, je vais pas être ministre, je vais pas être député. Le seul truc, c'est maire à 70 ans parce que je suis dans une petite commune au bord du lac de Genève. Ouais, je vois. Donc côté France, évidemment. Donc ça, c'est vraiment le seul truc politique que je ferais, c'est maire de mon petit village quand je serai vieux, tu vois. Mais c'est surtout que beaucoup de gens aspirent à la politique et ils pensent que faire une vidéo un peu virale sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'il faut faire. Politique sur le terrain, mais la politique ou quoi que ce soit d'ailleurs. Mais pourquoi on n'organise pas des trucs comme ça? Moi, mon rêve, c'est que le crayon gagne tellement d'argent que mon objectif principal dans ma journée, c'est comment on fait ça sur chacun des aspects de la société. Projet rentable. Et pourquoi rentable? Parce que les gens ils disent ouais, mais c'est parce que tu veux t'enrichir. Alors oui, c'est vrai, mais pas seulement pour ça. Parce que si c'est rentable, j'inspire tous les gens qui ont envie de gagner de l'argent à aller faire des trucs utiles. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui veulent gagner de l'argent, on les inspire pas à faire des trucs utiles, si tu veux mon avis. On les inspire à vendre des trucs pas trop utiles sur Internet pour surtout faire de l'argent et pas faire énormément profiter les gens. Et donc moi, en fait, j'en ai marre aussi que, en gros, on oppose un peu l'associatif aux vendeurs de formation en ligne malfaiteurs. Non, en fait. Mais est-ce que c'est pas déjà de la politique, tout ça? Alors, si jamais c'est dans le sens d'avoir un impact dans la cité, oui, ça oui. Et ce serait pas la définition d'ailleurs de la politique? Mais moi, je pense que ça devrait être ça en fait. Et je pense qu'on devrait tous en être moteur. Je reprends mon idée de programme sportif festival avec tous les plus gros influenceurs muscu. Mais imagine, tu fais ça sur tu prends la liste des 20 plus gros sujets de l'époque et tu crées des projets, j'insiste, rentables. Tu crées des projets rentables pour massifier le sport, pour massifier les rencontres et faire attention à la santé mentale, ce que tu veux, pour massifier le débat, pour massifier l'éducation financière. Je sais que tu avais Mounir qui était ici. Et tu défonces un sujet par un sujet par un sujet. C'est magnifique ce que tu peux faire. Magnifique ce que tu peux faire. Au lieu de faire des Grenelles de la santé, des conventions citoyennes pour le climat, je sais pas trop quoi. Ça a rien donné, frère. Donc en fait, il y a un moment où on vous croit plus. Ah bah oui. Donc en fait, c'est à des mecs comme toi ou moi de prendre nos responsabilités. Sauf sinon, on se dit, on est des chefs d'entreprise, on est capitalistes, on est là pour gagner du fric, on s'en fout de reste. Mais si on a un vrai discours de se dire, on va améliorer la société, ça va être à des mecs comme toi ou moi d'aller mouiller le maillot et d'aller construire des projets stylés. Bah tu vois, pour le coup, c'est pile poil la définition que j'ai de la politique. Et quand je dis je veux être ministre des Sports, je le dis évidemment avec le sourire. C'est plus de la symbolique, quoi. C'est plus de la symbolique, mais évidemment que si je peux contribuer à ce que la société aille bien, de par le sport en l'occurrence, c'est le truc le plus noble qui existe pour moi. Hein, donc clairement. Et tu vois, et ça pourrait être des trucs de fou. Et moi, je sais pas si tu connaissais Insanity. Oui. Les programmes de sport violents. dont le Rire Jaune avait fait la promotion probablement la plus extraordinaire de l'histoire. Ah, parce qu'il a suivi ça? Il avait suivi ça, il était passé en surpoids à stock. Ouais, mais le problème, c'est que il n'y en a pas beaucoup qui survivent à ce genre de programme. Moi, je l'avais fait à l'époque où je faisais un peu de boxe. Okay. Donc, en gros, quand j'avais 1 ou 2 entraînements de boxe par semaine et les autres jours, je faisais Insanity. Ça portait bien son nom. Ça portait bien son nom. C'était vraiment hardcore. Mais t'imagines, tu fais un Insanity gratuit en challenge national pendant l'été et tout. Tu peux faire des trucs de fou furieux, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et moi, c'est juste, en fait, moi, c'est ça qui me rend triste. C'est que on passe notre temps à écouter des gens qui parlent au lieu d'écouter des gens qui agissent. Et je me suis toujours donné un maître mot avec ce qu'on fait avec le crayon, c'est de toujours agir plus que je ne parle. Et aujourd'hui, j'agis plus que je ne parle et ça me satisfait. Et c'est pour ça, il y a plein de gens qui veulent faire de moi un conférencier parce que je donne beaucoup de conférences et tout. Mais pour moi, tu peux pas être juste conférencier. Parce que si t'es juste conférencier, qu'est-ce que tu racontes au bout d'un moment? Tu racontes ta vie de conférencier, quoi. Donc il y a une espèce de truc absurde, tu vois. C'est comme les vendeurs de formation qui gagnent leur vie parce qu'ils ont fait des formations, ouais.
Et après, tu vas avoir des mecs qui vont vendre des formations de comment faire des formations, quoi. Et là, tu rentres carrément dans un délire, tu vois, C'est méta, là. le mec qui rêve du fait qu'il rêve, tu Ouais, vois. ouais. On est dans l'Inception, là. Ouais, mais je comprends totalement. Et je pense aussi comme ça, hein. Et une manière totalement, en plus, moi, transpartisane. Je m'en fous que les gens soient de gauche, de droite. Enfin, moi, j'en ai ras-le-bol de cette considération-là. Moi, je considère qu'il y a juste les gens qui vivent en France et qui ont envie que leur pays soit un peu plus stylé. Et légitimement, aujourd'hui, le problème des gens, c'est pas quand les gens se plaignent de l'impôt, ils se plaignent pas de l'impôt, ils se plaignent de l'utilisation de l'impôt. Quand les gens se plaignent de la politique, ils se plaignent pas de la politique, ils se plaignent des politiques. Quand les gens se plaignent du journaliste, ils se plaignent pas du journaliste, ils se plaignent des journalistes, en fait. C'est plein de passeurs à plein d'échelles qui ont trahi la confiance des gens, et cette confiance, elle est à restaurer. Parce que moi, je pourrais te faire un discours facile en disant, ah ouais, franchement, les médias, on a eu raison de s'en déver. C'est plus compliqué, c'est pas simple. Il y a énormément d'informations contradictoires. Il y a un business model qui est pas simple pour les médias traditionnels qui sont quand même vachement en danger par rapport à leur business model. Il y a des journalistes qui ont leur carte de presse qui bloquent aussi des business models en interne des médias. Donc c'est assez compliqué. C'est un peu une course à l'échalote. Et donc en fait, c'est devenu un actif racheté par des milliardaires. Ce qu'on oublie de préciser, parfois à la demande de l'État. Ah ouais? Ouais. Parce que du coup, ça coûte moins cher à l'État en subvention de maintenir certains médias historiques. Bien sûr. Sauf que moi, je suis quelqu'un, pour le coup, plutôt entrepreneurial de ce point de vue-là. À part quelques médias comme Libération, Le Figaro, Le Monde, le reste, si vous êtes en faillite, vous faites faillite, point. En fait, c'est tout. Vous avez mal géré vos finances, vous êtes une entreprise, vous faites faillite et ça va régénérer des nouveaux médias. Aujourd'hui, des nouveaux médias, il y en a plein des excellents. Alors, évidemment, il est prêt pour paroisse, bien sûr. C'est du crayon parce que c'est mes médias, tu vois. Mais ce que fait le groupe du Média Positif, je trouve ça très intéressant. Ce que fait Legend, je trouve ça très intéressant. Ce que font Actionnaires dans la finance, je trouve ça très intéressant. Même Mounir de Finari, mais c'est pas exactement un média, je trouve ça très très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je trouve très cool? Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je regarde régulièrement? Il y en a en tout cas pas mal. Silicon Carnet sur la tech, c'est un sujet assez peu abordé, la tech en France, et on en parlait un peu plus tôt. Je trouve ça très intéressant aussi. Il y a des trucs cool qui se font en ce moment, et ces médias-là vont régénérer, en fait, c'est normal. Un jour, tu seras plus le coach sportif de toute une génération, parce que tu seras passé à d'autres business, où tu auras pris un step en étant ministre des Sports, par exemple, et tu auras un nouveau kid dans la place qui ira faire ce travail-là avec une nouvelle vision, une nouvelle approche et tout comme il y aura quand j'aurai 50, 60 ans, il y aura des gens qui feront des débats et je dirai, ah là là, les débats de mon temps, enfin, tu vois. Il y aura toujours et c'est ça qui est de la régénération. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais en revanche, si notre génération passe son temps à se plaindre plutôt qu'à régénérer, il y aura rien qui se régénérera du tout. Il y aura juste des trucs anciens qui marchent pas et des nouveaux qui se plaignent que les trucs anciens marchent pas, en fait. Mais alors, sur cette distinction d'action et de parler, un podcast, est-ce que ça sert à quelque chose? Ce qu'on fait là aujourd'hui, est-ce que c'est une manière de planter des graines ou au contraire de essayer de confronter certains avis qui seraient opposés? À quoi sert le podcast? C'est une bonne question. Déjà, on pourrait commencer par dire que si vous qui nous regardez, vous sortez de ce podcast en ayant agi un peu plus pour votre vie ou pour votre pays, on aura fait notre mission. Il fait la promo de mon podcast encore mieux que je le fais. Merci Valran. Mais donc, du coup, voilà. Pour moi, déjà, la première étape, c'est ça. C'est est-ce que notre contenu est capable de créer du changement? Et après, la deuxième chose, ça va être la construction d'un narratif plus global. Ce podcast te renforce. En y venant, je me renforce. Et si nous, on est des forces pour pousser la société à aller dans le bon sens, bah, ça renforce des forces qui vont dans le bon sens. Donc ça aide de ce point de vue-là. On a un petit effet cumulé, ouais. Et je rajouterais et donc c'est des pierres et en fait c'est les petits ruisseaux qui construisent les fleuves. Et la troisième chose, c'est la symbolique de ce podcast qui, en tant qu'image, en tant que symbole, peut peser beaucoup. Le débat que tu as fait avec Lala, il montre que en fait on n'a pas à opposer des personnes qui ont un discours sur le body positivisme et qui ont un discours sur la grossophobie et des personnes qui sont justement très très hardcore sur la muscu. Qu'en fait le dialogue est possible et que c'est parce qu'il y a du dialogue qu'on crée de l'écoute et on crée de l'empathie. Et on a bien vu qu'il y avait eu du dialogue. Et il y a en plus eu du dialogue et de l'empathie et même beaucoup d'humour et ça j'ai beaucoup apprécié. Et moi qui viens ici, c'est de montrer qu'en fait dans les médias, il n'y a pas que des commentateurs qui sont là pour dire ah oui Macron, ah oui Trump. Mais il y a aussi des gens qui ont un vrai projet de société derrière, une vraie vision sur la Réunion, et qu'en fait, les gens, si jamais ils ont envie de voter avec leur attention, avec leur temps, ils peuvent regarder le crayon, ils peuvent regarder les pépites de France, et ils peuvent voir tous les projets qu'on déploie là-dessus pour être alignés et en continuité avec notre projet de média.
Parce que c'est pour ça que moi j'ai développé un thème, une espèce de terminologie, un concept d'entreprise qui s'appelle la Media-led Company. La Media-led Company, c'est développer une entreprise avec comme première brique de développement un média, une chaîne YouTube, une création de contenu. Ça peut être une personne, ça peut être une entreprise, ça peut être un média, ça peut être un influenceur, ça peut être tout ce que tu veux. Tu es une Media-led Company avec tes compléments alimentaires, par exemple. Absolument. On est une Media-led Company avec le crayon, les pépites de France, la partie agence, l'application des pépites de France et tout. Finari est une Media-led Company, mais alors là, pour le coup, pure et absolue. Tout est lié pile. Et cette Media-led Company, pour moi, c'est celle qui peut recréer la confiance dans les médias, parce que les médias ne sont plus seulement des distributeurs de contenu, mais sont des acteurs sur le terrain des thématiques qu'ils ont soulevées comme étant cruciales. Nous, on a soulevé que la réunion et le débat étaient cruciales. Qu'est-ce qu'on peut pouvoir déployer dans la réalité? Et je te prends un exemple, donc je m'avance un peu, peut-être qu'on la fera pas tout de suite, mais j'ai très envie que le Crayon puisse faire des conventions citoyennes privées. Où en fait on crée un grand débat avec des entreprises, avec des politiques, avec des militants. On crée vraiment une réunion de la société, pas par l'État, en indépendant. Et l'État nous sponsorisera s'il trouve ça pertinent. Et nous, on ira aller chercher une réflexion sur un sujet, mais pas juste quelle loi il faut faire. Oui, peut-être, pourquoi pas. Mais c'est quoi déjà les solutions techniques? C'est quoi les entreprises? C'est quoi les initiatives? C'est quoi le discours? C'est quoi ce sur quoi on est d'accord ou pas d'accord? Et là, tu vas pouvoir créer du coup de la réflexion, décision, action. C'est quelque chose qui est dans les cartons depuis longtemps. On en rêve depuis nos débuts, mais on n'a pas encore lancé le truc, mais on sait qu'on y viendra un moment ou à un autre. On attend que le média soit vraiment installé sur encore plus de thématiques qu'aujourd'hui. Là, il y a quelques thématiques sur lesquelles on n'est pas encore assez installé, sur lesquelles on veut s'installer. Typiquement, la santé, donc ce qu'on faisait avec toi, est une thématique sur laquelle on n'est pas encore assez installé, alors que pour nous, elle est cruciale. Donc il y a encore quelques thématiques qu'on veut réussir à installer. Mais parce qu'en fait, on veut que le Crayon, ça soit un média de débat sur tous les sujets, mais que tu puisses avoir une forme d'univers de sujets. Donc en gros, il y aura régulièrement la critique de l'État, il y aura les questions d'argent, les questions de sexualité, les questions de santé, les questions de bords politiques et des redéfinitions des bords politiques, une question d'impôts et de place de l'administration dans nos vies, ce que tu veux. Donc voilà, tous ces sujets-là, on veut que ce soit des sujets sur lesquels on identifie le Crayon aussi, et jamais avec un parti pris toujours pour recevoir plus largement, tu vois. Ouais, bien sûr. On va terminer ce podcast en encourageant tout le monde à réagir au maximum. Je serais très curieux de lire les commentaires et de voir un petit peu ce qu'il se dit, parce que c'était une discussion très intéressante. C'était un plaisir. Donc merci à toi. Avec grand plaisir. Moi, j'ai une question pour toi. Ah ouais, vas-y. Dans ce cas-là, c'est quoi toi les médias à l'instinct que tu regardes le plus en tant que consommation personnelle, et là plutôt pas forcément les sujets musclés, les sujets plutôt politique, société, enfin tous les trucs qui vont toucher un peu à la chose publique. C'est quoi ce que tu regardes le plus? J'avoue, le premier réflexe, c'est sûrement Hugo Décrypte. Ok. C'est probablement le premier réflexe. Ensuite, il y aurait le Crayon qui serait dans le top 3, mais peut-être pas en deuxième. Ok. Et puis Legend, on peut pas considérer ça comme si. Complètement. Alors je dirais Legend aussi. Ok. Est-ce que je peux faire un top 5? Non, je vais en rester en top 3. Ok. Mais le premier réflexe, c'est définitivement Hugo Décrypte. Tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Tu sais, nous, on a des audiences, en fait, donc les gens qui regardent le Crayon, quelle chaîne regardent-ils? Legend et Hugo sont souvent assez proches. Ouais. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que là où il y a eu pendant longtemps les médias digitaux, c'est souvent des gens très à droite ou des gens très à gauche. Tu commences là avec Legend, Hugo Décrypte et le Crayon à avoir un vrai tronc central qui est en train de se créer. Quand je dis central, c'est pas dans les idées, mais c'est dans le sens où c'est autant regardé par des gens de gauche que par des gens de droite. Ouais. Et ça, je trouve ça vachement cool, parce que là, tu commences à avoir vraiment une vraie régénération de la chose publique. Et moi, ça me fait quand même bien. Et tu penses que ça va rester comme ça? Il y a peut-être des nouveaux acteurs qui vont arriver, mais en tout cas. Mais je parle surtout pour Hugo Décrypte et Legend, ou même pour vous, hein, d'ailleurs. Il n'y a pas une forme de, avec l'ancienneté, il n'y a pas quelque chose qui va forcément diriger un petit peu la ligne directrice? Je suis pas certain. Beaucoup de gens reprochent à Hugo d'être de gauche, je crois pas qu'il le soit. Beaucoup de gens nous reprochent d'être de droite, je crois pas qu'on le soit. Beaucoup de gens reprochent à Guillaume Play d'être de droite aussi, je n'ai pas trop compris pourquoi. Parce qu'il adore les flics et les militaires. Manquerait plus qu'ils disent qu'il aime la muscu, bah alors là c'est terminé. J'espère qu'un gouvernement de gauche utilise la police et les militaires. Enfin, c'est pas politisé comme. Bref, peu importe. Mais les raccourcis sont faciles. Hein. Ouais, après les gens, oui, exactement. Et puis sous les critiques, c'est 1% des gens sur les réseaux sociaux. Non, moi je suis convaincu qu'en tout cas, on a encore facile 3-4 ans avant qu'il y ait un vrai mouvement idéologique dans ces trois médias-là. En tout cas, nous, de notre côté, ça bougera pas. On est vraiment, nous, une institution de ce point de vue-là. C'est-à-dire que même si jamais c'était pas moi qui était à la tête du Crayon, ça restera pareil. Ouais, c'est vraiment, je veux vraiment ce truc que le Crayon rime avec l'ouverture d'esprit et l'invitation tous à la table des débats, tu vois.
Mais ouais, c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que tu regardes plutôt du format long, j'imagine. Oui, ouais, je suis très peu format court. Bah, pareil que toi. Je suis habitué au format long et pour parce l'instant, que je ne me dérange pas. Si jamais t'étais format court, peut-être que à la place de Legend ou en plus de Legend, t'aurais rajouté un média positif ou un brut, tu vois. Ah ouais, bah jamais. Ou en tout cas très rare. C'est format court. Ouais, donc tu vois, t'as mes habitudes. Vers quoi on peut rediriger? On mettra les liens dans la description. Moi, j'ai une chaîne YouTube perso, mais bon, c'est sur mes sujets perso. Je suis pas sûr que ce soit le truc le plus intéressant. C'est vrai, je suis jamais tombé sur ta chaîne perso. Petite, je dois avoir 6-7 000 abonnés. C'est vraiment pas grand chose. Je le fais juste parce que j'ai besoin d'écrire en avance avant que ça devienne suffisamment vrai pour que. Bien non, sûr. c'est un peu prétentieux dit comme ça. C'est juste que j'ai des instincts et j'ai envie de les documenter avant que on dise bah oui, c'était évident, tu vois. Et donc non, plutôt la chaîne du Crayon. Ouais, allez voir mon débat. Ouais, exactement. Allez voir le débat de Nassim qui sera sûrement sorti à ce moment-là. Donc allez voir le débat de Nassim et si les autres débats peuvent vous intéresser dans des sujets un petit peu autour de l'anxiété dans laquelle on est en ce moment, la crise de confiance de l'État. Moi, je peux vous recommander un débat qu'on a fait entre le Canard réfractaire et Oussama Hamar. Niveau un capitaliste rencontre un communiste, c'était quand même bien stylé d'un point de vue du débat d'idées. Donc moi ça m'a fait vraiment kiffer. Et ben on mettra le lien spécifique carrément dans la description. Merci d'avoir fait le déplacement, d'être venu jusqu'à jusqu'à Lyon, ça fait vraiment plaisir. Et puis bah on se reverra bientôt. Hein. Ouais, avec grand plaisir. Allez, salut Valérand. Ciao. Merci d'avoir visionné cet épisode complet avec Valérand. Je suis sûr que vous l'avez trouvé très intéressant et vous avez entendu dans ce podcast on mentionne plein d'autres personnes dont Mounir de la chaîne Finari. Et ça tombe bien. J'ai fait un épisode avec lui sur l'éducation financière. Il a très bien marché et si vous ne l'avez pas visionné, il est sur l'écran.